Donc, bienvenue dans le Midi Unifor Change numéro 6. Aujourd'hui, nous avons Philippe Drouillon qui va nous parler de la communication pour mobiliser. On va avoir une petite partie plus d'introduction avec quelques éléments qui peuvent nous nourrir dans notre pratique en tant que personne qui essaye de mobiliser sur les campus. Et surtout, Philippe avait envie de nous partager le Learning Lab pour les jeunes qui aura lieu en octobre et nous demander d'être des personnes qui relayent l'invitation vers les étudiants de nos différents campus pour qu'ils puissent bénéficier de cette opportunité. Euh, Philippe, je te laisserai peut-être te présenter en quelques mots. Je pense que la plupart des personnes t'ont déjà rencontré, mais comme ça, tu pourras dire ce que tu souhaites. Et alors, j'avais Merci. envie aussi de vous mettre un save the date pour notre prochain midi en ligne. Ce sera fin juin. Et on aura une personne du Green Office Movement, qui est un réseau international qui réunit les différents Green Office, qui va nous expliquer un petit peu les différents types de Green Office, comment ça peut se structurer. Comme vous le savez, moi, je travaille au Green Office de l'Université de Liège et on peut vraiment bénéficier de l'énergie et de la créativité des étudiants. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Du Green Office totalement comment dire, organisé par des étudiants à des green office, plus comme celui de l'Université de Liège ici, où on a une équipe d'employés et des étudiants stagiaires, jobistes ou bénévoles qui viennent en renfort. Donc voilà, rendez-vous fin juin pour ça. Et c'est tout pour ma partie. Et maintenant, je laisse la parole à Philippe. C'est celui Euh, du 26 juin? C'est ça. Ok. ok. Merci beaucoup, Sarah. Donc, oui, donc un petit mot pour me présenter. Donc moi, en tout cas, ce qui m'occupe pour le moment, aujourd'hui, c'est d'accompagner ce que j'appelle les entrepreneuses et les entrepreneurs à impact, que ce soit au niveau de leur modèle économique, mais également au niveau de leur gouvernance. Donc ici, typiquement, là, je vous parle d'un endroit qui s'appelle Code City, qui est un incubateur bruxellois d'entrepreneuses et d'entrepreneurs sociaux, où je passe la journée avec une dizaine d'entrepreneurs sociaux pour justement travailler sur à la fois comment, euh, comment combiner viabilité et impact social maximal. Mhm. J'enseigne ces matières-là et les nouveaux modèles d'affaires durables à l'ICHEC à Bruxelles et à l'ISEG à Lille. Et j'accompagne aussi des entreprises du domaine, entre guillemets, un peu plus classique pour les faire shifter, en tout cas, de modèle, tant au niveau de gouvernance que de leur modèle économique. Et à côté de tout ça, et c'est pour ça que je suis là, je travaille beaucoup aussi tout ce qui est mobilisation des publics par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux, au travers, voilà, et surtout de travailler sur comment on dépasse ce plafond de verre de la mobilisation des convaincus ou comment amener les associations et les personnes en charge de ce genre de matière d'aller au-delà de la sensibilisation qui montre rapidement ses limites quand on essaie de mobiliser les publics. Et donc, dans ce cadre-là, bah, je, je suis chargé de mission par la Fondation Audin pour organiser ces fameux Learning Labs qui sont des sessions de 2 à 3 jours où justement les participantes et les participants porteuses d'un projet de mobilisation autour d'enjeux climatiques et environnementaux notamment, bah, peuvent venir se familiariser avec des outils et des méthodes de mobilisation. Et j'insiste bien sur le mot mobilisation et pas communication, puisque le but, c'est quand même à un moment donné que les personnes que l'on veut mobiliser envisagent de changer certains comportements et pas uniquement de savoir, sachant que l'écart entre les personnes qui ont l'intention de changer et qui agissent est énorme puisqu'on passe d'un ratio de 80% d'intention à 8% de passage à l'acte. Et donc, et tout ça euh, sans considération financière, hein. Si en plus vous dites qu'il y a une prime à la durabilité à payer, là on passe à 2% de la population qui passe à l'acte. Mais quand même, sans cette considération financière, c'est du 88. Donc un dixième des personnes le font. Donc quelles sont les raisons qui font que les personnes ne le font pas? Et donc l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle des architectures de mobilisation, parce que le but, c'est pas de prétendre qu'on a le pouvoir de changer le comportement des autres, mais plutôt de créer des architectures qui vont inciter les personnes à envisager les choses différemment et à faire ce saut-là.
Donc voilà, brièvement parlé, ça me permet, en fait, ce que je voulais vous partager à la demande de Sarah, c'est une info, un, un outil et un livre. Comme ça, voilà. La première chose que je vais vous partager, c'est une info. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant, ben, tant pis, désolé pour la répétition dans ce cas. C'est une info qui est relative à quelque chose qui est paru dans un journal anglais récemment. Alors, je vais partager mon écran d'abord. Je crois que c'est celui-là. Vous me dites si vous voyez mon écran apparaître. Enfin, vous me dites ou vous me faites un petit signe comme vous voulez. Hop, ça va, vous voyez? C'est en train de charger chez moi. Ah, ok, ok. Voilà, je vois 89% en grand. Voilà. Et donc, dans une période où on a plutôt l'impression qu'il y a un retour de flamme par rapport aux enjeux climatiques, on a l'impression qu'il y a une espèce de désintérêt qui est manifesté par rapport à cette chose-là. Un article du Guardian paru le 22 avril dernier, une enquête qui a couvert 125 pays qui représentent 96% des émissions de CO2. On dit, en posant la question, pensez-vous que les gouvernements devraient faire plus dans la lutte contre les changements climatiques? 89% des personnes ont répondu oui. Donc on est dans l'intention. 89% avec des variations d'un pays à l'autre. C'est ce que le Guardian appelle la majorité silencieuse, celle qu'on n'entend pas, mais qui voudrait qu'on fasse des choses. Et c'est un chiffre intéressant qui est venu d'une enquête scientifique dont vous avez les coordonnées, qui vient du journal Nature Climate Change. Il y a un article disponible d'ailleurs ouvertement, il ne faut pas payer, qui détaille un peu les résultats de cette étude. Et donc, en fait, il y a une évidence qu'il y a toujours un soutien par rapport à cette nécessité d'agir, mais qu'elle est silencieuse. Et donc, se dire, mais comment pouvons-nous aller chercher cette énergie latente qui existe? Qu'est-ce qui fait que ces 89% ne sont pas dans les rues ou ne sont pas en train de s'affairer autour de projets pour justement faire en sorte on prenne enfin cet enjeu de changement climatique de manière sérieuse. C'est tout l'enjeu en fait du Learning Lab et des approches qui vont essayer de comprendre, voilà, est-ce que cette majorité silencieuse, elle est mobilisable et comment? Et vous devez vous en douter, ça ne va pas être avec une baguette magique ou une méthode, il va falloir envisager des stratégies pour pouvoir les mobiliser. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que, et de cette enquête-là, le Guardian a lancé avec l'AFP une campagne internationale qu'ils appellent, et ça devrait passer au slide suivant, le projet 89%, justement pour voir un peu comment est-ce qu'on peut rendre visible en fait les histoires de ces 89% silencieux qui veulent que leur gouvernement fasse plus pour adresser les enjeux du changement climatique. Donc ça, c'était l'info que je voulais vous partager parce que elle n'est pas anodine, elle est contre-intuitive pour beaucoup de personnes qui se disent plutôt, ça y est, on reste les derniers des Mohicans à vouloir faire quelque chose par rapport à ça. Mais il y a une majorité silencieuse qui exprime la même chose que nous, mais on ne l'entend pas du coup. Juste pour poursuivre sur cette info-là, je vais vous partager encore autre chose. Et puis après, je passerai au petit outil. Fenêtre, après, est-ce que je vais partager? Hop, ça va arriver. Voilà. Donc ça, c'est la page du Guardian qui reprend un peu les articles sur le projet 89% et les différents articles qui ont été publiés. Donc, quand on dit que les États-Unis sont bas en demande pour l'action climatique, bah, au lieu de 89%, ils sont à 75%, hein. Ça veut dire ça bas aux États-Unis. Donc, quand on interroge des personnes et qu'on leur demande, et c'est recoupé hein, statistiquement et scientifiquement, on a quand même trois quarts de la population qui dit, purée, mais il faudrait quand même faire quelque chose. Donc, les loups crient très fort, et puis il y a une grande majorité silencieuse qui elle, par contre, on ne l'entend pas, mais n'en pense pas moins. Et donc, il y a cette énergie-là sous-jacente
sur laquelle on peut compter, en tout cas potentiellement. Juste pour terminer, mais comment est-ce que je fais pour revenir? Ah, voilà, j'étais coincé. Juste pour revenir à ces 89%, voilà, je voulais quand même continuer parce que c'est quand même pas une information. Alors, petite anecdoterie, enfin rigolote, en tout cas, moi qui me fait sourire en tout cas. Donc, dans les 89%, vous le voyez, ça va de... oups, ça va venir. Voilà, donc ça, c'est un peu une carte qui a été réalisée par le Guardian pour dire, voilà, il y a des pays où effectivement, c'est beaucoup plus fort. Vous voyez qu'en Chine, euh, c'est un des pays où le score est le plus élevé, en nombre de personnes qui trouvent qu'il faut faire quelque chose, notamment. Et alors, ils ont fait une autre question et ils ont demandé aux personnes, tiens, est-ce que vous seriez prêts à donner l'équivalent d'1% de vos revenus pour combattre le changement climatique? Et ils ont calculé combien de personnes le faisaient. Et puis, ils ont demandé la deuxième question, à votre avis, quelle est la proportion de la population qui serait prête à donner 1% de son revenu pour pouvoir combattre le changement climatique? Et c'est là que l'origine de mon sourire. Voilà, vous voyez que un nombre significatif de personnes dans des pays sont prêtes à donner 1 euro. Par contre, elles pensent que les autres, il y en a beaucoup moins, en fait, qui seraient prêtes à donner 7 euros. Donc, il y a une espèce de dénigrement des autres, alors que quand on les interroge elles-mêmes, il y en a beaucoup plus qui sont prêtes à donner. Donc, deux infos qui peuvent nous donner un peu d'optimisme dans la mobilisation, c'est-à-dire que les personnes pensent que les autres sont moins généreux qu'elles. C'est un biais cognitif bien connu de se dire, ouais, mais non, mais les autres ne font pas ce que moi je suis prêt à faire. Mais cette enquête montre qu'effectivement, il y a cet écart de perception entre ce que les personnes sont prêtes à faire et ce qu'elles pensent que les autres sont prêtes à faire. Donc voilà, ça c'était une première chose. Donc ça c'est l'info que je voulais vous partager. Le petit outil que je voulais vous partager et qui en fait a été développé par une activiste américaine, Leah Penniman, dont justement c'est son action environnementale, pas nécessairement climatique, et sociale, parce que voilà, issue en tout cas des milieux blacks, elle a aussi dû en tout cas intégrer cette dimension et femmes. Donc, autant vous dire que ces trois dimensions-là, aux États-Unis, ont fait qu'elle a développé un modèle de mobilisation où elle s'est dit en fait, euh, dans les mobilisations, le problème c'est qu'on va trop souvent mobiliser une dimension qui est soit l'indignation, soit la négociation, soit le passage à l'acte. Et en fait, le problème, c'est que les personnes qu'on souhaite mobiliser, souvent ne s'y retrouvent pas parce qu'en fait, seule une de ces dimensions-là est réellement représentée. Et donc, elle a mis au point, enfin, elle n'a pas mis au point, elle a imaginé un modèle qui s'appelle le papillon de la mobilisation, que je vais vous partager, où elle dit, en fait, une mobilisation, idéalement, elle devrait, attendez, parce que je vais devoir vous partager l'écran. Elle devrait idéalement mobiliser ces différentes dimensions pour que ça puisse parler en fait aux différents publics qui sont activés par justement une dimension plutôt qu'une autre. De nouveau, ça s'affiche le temps que... revenir. Donc, vous voyez, commencez à avoir un papillon. Oui. Oui, voilà. Donc, son papillon, effectivement, il articule 4 dimensions. La dimension de résistance, donc protester, les marches, la désobéissance, le boycott. Il y a la dimension construction, créer des nouveaux projets qui sont des alternatives au système existant. Et ça va parler à d'autres personnes. D'autres vont plutôt essayer de changer le système. C'est la réforme.
changer des politiques qui sont en place, des réglementations, des lois, des décisions. Et une quatrième dimension va être plutôt attentive à prendre soin du collectif et des personnes qui se mobilisent au travers d'expressions artistiques, au travers d'accompagnement de la communauté. Et Léa Penniman, elle dit, ben, si vous voulez qu'une mobilisation soit mobilisatrice et diversifiée, il va falloir que vous essayiez de mobiliser ces 4 dimensions dans vos actions de mobilisation. Et donc, ben, souvent, voilà, en fonction de notre parcours, de notre passé, de la manière dont nous nous sommes construits, ben, on a plutôt certaines dimensions qui sont, avec lesquelles on a plus d'affinité que d'autres. Et d'ailleurs, le premier exercice que je voulais vous demander, vous, si vous deviez, et je ne dis pas que vous n'en avez qu'un seul, mais quelle est votre aile de prédilection dans ce papillon? Quelle serait-elle comme ça? Moi, je suis plutôt dans le build. OK. Moi, je suis plutôt dans les réformes. Uh-huh. Moi, le build aussi. OK. Ah, dans les autres, alors, le résiste et le care. C'est pas sans me faire penser aux saisons de longueur d'Écotopie. J'essayais un peu de Oui, oui, faire le OK. parallèle. Mais, Mhm. Mais donc, rien qu'en vous entendre, on a un collectif qui, a priori, est capable de mobiliser les 4 dimensions, les 4 ailes, donc ce qui est positif. Mais parfois, de certains collectifs, on se rend compte qu'ils sont tous dans le build et que donc, effectivement, ça va mobiliser une certaine population, mais d'autres vont se dire, mais nous, on ne se retrouve pas, en fait, dans la mobilisation qui nous est proposée. J'ai juste une question. Oui, oui. Où est-ce qu'on mettrait le concept de peut-être la compréhension des problèmes? Parce que moi, c'est plus là-dedans que je me retrouve. J'ai envie de comprendre, savoir ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. Enfin, et du coup, je ne sais pas dans quoi ça rentrerait. Là, c'est plus dans la partie réforme. Ok. Donc, comment fonctionne le système, où sont Ok. les points de levier, alors que les constructeurs, eux, ils disent, oh non, non, on arrête de réfléchir, on y va, on fait des trucs, Ok. quoi. Et les résistants, on s'indigne, on n'est pas d'accord, il y a quelque chose d'injuste, et notre énergie, elle est à démontrer ça. Voilà, oui. Merci. Et donc, tout le monde a sa place dans quelque chose comme ça. Et c'est important parce qu'en fait, les médias, ils vont surtout se focaliser sur l'aile résiste parce que, voilà, c'est funky, on peut faire des photos, il y a de la fumée, etc. Et donc, l'important, c'est de donner une place équilibrée entre ces 4 dimensions et de faire en sorte que quand on veut, en tout cas, mobiliser les médias autour de ça, c'est de faire en sorte qu'ils puissent, en tout cas, donner de la lumière sur ces 4 dimensions-là, ce qui peut parfois aussi rendre en tout cas le mouvement de proposer différentes portes d'entrée pour rejoindre en tout cas la mobilisation ou adhérer à ce mouvement de mobilisation parce qu'on le trouve chouette par un de ces 4 endroits-là. Donc, ce qu'on appelle autant j'aime bien le mot care ou les caregivers en anglais, autant j'ai du mal à trouver l'équivalent en français, donc j'ai donné le mot de guérisseur, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Les personnes, c'est elles qui vont vraiment renforcer les relations, gérer les tensions, faire que les personnes mobilisées soient émotionnellement résilientes, décoloniser les esprits, donc beaucoup travailler sur cette partie-là. Les bâtisseuses et les bâtisseurs vont construire les nouveaux projets. Les réformatrices vont plutôt modifier les institutions existantes, décortiquer le fonctionnement par rapport à la question, mieux comprendre là où sont les points de levier pour déjà, en tout cas, faire que le système change. Les résistantes vont plutôt dénoncer le système. Et donc, le papillon va avoir besoin de tous ces rôles-là. Et au centre du papillon, le corps du papillon, c'est l'étoile polaire de la mobilisation. Et donc là, très important au départ, c'est que cette vision, elle soit partagée. Même si on a des énergies différentes dans les 4 ailes, on est bien d'accord sur la vision. Et souvent, parfois là, je viens de travailler avec la coalition climat, on a pris du temps à se dire, est-ce qu'on a la même vision? Qu'on soit guérisseuse, bâtisseuse, réformatrice ou résistante, est-ce qu'on est bien d'accord sur la vision qu'on partage? Parce que sinon, alors, c'est mal barré. Et donc, ces rôles-là, leurs moteurs vont être différents. Donc, il va falloir être attentif à ça.
Voilà, vous le voyez, ben, les guérisseuses, c'est l'attention et la profondeur, donc les approches froides, mécaniques, ça ne va pas être leur tasse de thé, mais pourtant à un moment donné, on en aura besoin. Les bâtisseuses, ben, c'est la création, l'élan, donc tout ce qui est discussion, bureaucratie, ça va être compliqué. Les réformatrices, ben, c'est de voir que les systèmes changent. Donc, les dogmatismes, ça ne va pas leur plaire. Elles ont envie de négocier, de faire, de courber les lignes et de tordre le cadre qui existe. Et les résistantes, ça va être vraiment, on veut de la confrontation. Donc, on ne veut pas être trop poli, pas trop passif. On veut faire pression. Et c'est l'articulation des quatre, évidemment, qui peut être, en tout cas, augmenter la mobilisation et aussi peut-être le succès de la mobilisation. Et donc, évidemment, ben, en fonction des publics qu'on veut influencer, ben, on va mettre en avant la guérisseuse, la bâtisseuse, la réformatrice ou la personne résistante. Et à un moment donné, et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je vous enverrai les slides, l'idée c'est de se dire à un moment donné, à quel moment on a besoin de ce rôle et à quel moment on doit lui faire de la place, parce que vous vous doutez bien que certains de ces rôles sont plutôt plus introvertis, moins expansifs, et donc parfois d'autres rôles vont peut-être prendre la place qu'ils ne devraient pas prendre à un moment donné de la vie d'une mobilisation. Et donc ça va être important d'être attentif à cela en tant que collectif en se disant, ouf, on a les quatre, et puis surtout là, attention, on est dans un moment critique où on doit peut-être se mettre en retrait, moi résistante, moi bâtisseuse, pour plus faire la place à une personne qui a plus ce profil guérisseur, guérisseuse, parce qu'on a besoin à un moment donné de refaire corps et de refaire mobilisation. Là, vous voyez les situations qu'elles aiment et qu'elles n'aiment pas. Ça va être important, s'assurer que, effectivement, ben, bienvenue dans la complexité de l'être humain, hein. Certaines personnes présentes connaissent bien mon expression favorite de PFH, c'est-à-dire de putain de facteur humain, et de dire mais comment est-ce qu'on va combiner avec la complexité de ce que nous sommes et de faire en sorte que toute cette complexité, cette diversité qui apporte de la richesse et de l'énergie au collectif va pouvoir être respectée et d'entendre ça. Et donc, il est important d'avoir des espaces-temps ou en tout cas d'identifier les signaux de montée en frustration de personnes. Ces signaux peuvent parfois être exprimés de manière hyper timide et calme, parfois avec certains profils, et de manière beaucoup plus revendicative par d'autres, mais de dire comment est-ce qu'on peut traiter ces éléments-là. Et il y a des petits signes hein, qui permettent d'identifier, voilà, si les bâtisseurs commencent à s'agiter, si les résistants commencent à s'énerver, si les guérisseurs se mettent en retrait, si des réformateurs commencent à devenir cyniques, c'est des signaux qu'on est en train, là, sans doute, d'aller toucher des choses qui, effectivement, ben, les touchent et de voir un petit peu comment on peut, en tout cas, remettre de l'équilibre, en fait, entre ces quatre dimensions-là. Même si à certains moments, on aura besoin plus d'un profil que l'autre. Et ça, c'est le petit tableau que je voulais vous mettre là. C'est de dire, tiens, en fait, quand on va construire la vision, ça va être intéressant de donner de la place aux guérisseuses et aux bâtisseurs hein, pour ancrer le mouvement. Lorsqu'on va devoir activer de manière précoce, ça va être de construire et aussi d'avoir aussi les enjeux, à la fois comment on construit en dehors du système et comment on peut changer le système de l'intérieur, les réformateurs. Puis l'escalade, ça va être de produire de l'énergie, susciter l'adhésion par rapport à mettre de la perturbation, mais toujours de manière intelligente. Et ça, c'est l'objectif des Learning Labs, c'est comment on peut générer de la perturbation positive qui va faire que les personnes vont se mobiliser. Pour élargir, ben, il va falloir aussi prendre soin de cet élargissement, faire en sorte que tout le monde retrouve sa place et commencer à rétablir la confiance vis-à-vis du public, donc des personnes qui vont faire en sorte que le public se dise « je veux adhérer à ce système, ça me plaît, je ne me sens pas en dehors ». Et puis consolider, ça va être de vraiment ancrer les pratiques, et là de nouveau, les guérisseurs sont importants, et continuer à construire en tout cas la consolidation de ce nouveau système qui est en place. De nouveau, vous pourriez refaire ce tableau en mettant d'autres noms, mais l'idée, c'est simplement d'illustrer qu'à un moment donné, les quatre ailes sont importantes, mais certaines ailes
vont devoir prendre un peu, je dirais, la main à un moment donné pour faire en sorte que ces étapes se passent le mieux possible. Et je m'arrête là pour le petit outil qu'on m'avait proposé en tout cas d'aborder cette fois-ci, et qui est un des outils qu'on va aborder dans le Learning Lab, justement en posant la question que je vous ai posée, en vous disant, tiens, est-ce qu'il y a un événement dans vos projets que vous avez mis en place où vous étiez plutôt en mode résistante, ou plutôt en mode réforme, ou plutôt en mode bâtisseuse, ou en mode prendre soin, et aussi, bah, vous, quelle est votre zone à laquelle vous êtes le plus confortable? Parce que c'est déjà connaître ces dimensions-là, c'est déjà en tout cas voir un peu, tiens, en termes de mobilisation, ce à quoi je dois faire attention pour pouvoir en tout cas inclure le plus possible ces différentes énergies dans ma stratégie. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ça? Merci beaucoup pour le partage, c'est très intéressant. Lydith? Oui, moi je voyais, donc c'est toujours la même question, hein, mais cette question de la résistance avec le devoir de neutralité, notre rôle en tant qu'enseignant et enseignant, d'autres rôles qu'on peut jouer en tant que coordinatrice d'une éco-team par exemple. Et moi je sais que par exemple dans mon éco-team l'année passée sur une des implantations, j'avais des étudiants qui étaient vraiment dans cette demande de passer à l'action, d'être plus dans la contradiction, la perturbation avec l'ordre établi, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas d'aller chatouiller l'institution. Et je me rends bien compte que moi, j'atteignais mes limites. Donc, je me dis, voilà, on n'est pas toujours bien mis en tant qu'employé d'une institution pour aller dans tous ces pôles d'engagement, quoi. Ce n'est pas vraiment une question, je me dis juste, c'est difficile, la spécificité de l'enseignement supérieur quoi, par rapport peut-être à d'autres contextes. Maintenant, la perturbation, elle peut être vue de deux aspects. Effectivement, ça peut être une perturbation par rapport à l'ordre établi, c'est-à-dire aller au frontal. Est-ce que la perturbation, c'est tout d'un coup de se dire, on était 10, maintenant on est 1000. C'est ça aussi la perturbation. C'est une perturbation positive, c'est de dire comment est-ce que cette énergie et cette colère ou cette indignation, elle peut être en tout cas mise au service on va mobiliser plus de personnes. Et là, on n'est pas en train de faire du frontal pur avec l'institution, on est en train de montrer qu'il y a un rapport de force différent qui est en train de s'installer, qu'on n'est pas les 10 là, toujours les mêmes à venir interpeller, mais qu'on est un peu plus nombreuses. Et là, ça change le rôle. Voilà, ça résonne beaucoup ce que tu me dis, parce qu'étant enseignant aussi, ben, moi aussi, je suis un peu parfois, et je me dis, mais parfois, c'est de me dire, tiens, parfois, aller laisser les étudiantes et les étudiants au clash, oui, je veux bien, parce que je pense que moi, quand j'avais 20 ans, moi, je suis assez âgé, donc moi, c'était l'altermondialisme à l'époque. Donc, j'ai été au clash à l'époque, et puis à un moment donné, je me suis dit, purée, si j'avais connu ce que je connais maintenant avec tout ça, je me dis, j'aurais été au clash quand même, puis j'aurais réussi d'utiliser d'autres stratégies qui auraient fait qu'on aurait peut-être été un peu plus nombreuses et nombreux que ce qu'on a été à l'époque, et qui auraient peut-être pu changer la donne, en fait, à un moment donné, par rapport au dialogue qu'on peut avoir avec le système établi. Mais enfin, là, voilà, c'est une réflexion comme ça par rapport à ce que tu dis, parce que je me dis, oui, effectivement, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. D'autres commentaires, réactions? Oui, Muriel? Oui, les différents domaines, ça me rappelle ma formation de guide nature il y a 20 ans, où on avait un petit cours de pédagogie où on proposait des activités dans lesquelles on appelait à l'époque ça 4 intelligences. Et ça me rappelle un petit peu ça, les artistes, ceux qui ont besoin de chiffres, etc., ceux qui ont besoin d'imaginer, de raconter. Et donc, ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que tu pourrais me rappeler le nom de la dame qui a mis ça au point? Oui, c'est Léa, donc L-E-A-H, Penniman, P-E-2-N-I-M-A-N.
Ok. Voilà, c'est une jeune activiste américaine. Et en fait, quand je l'ai découvert au travers, je crois que c'était une vidéo d'une personne française qui fait ce qu'on appelle du community organizing. Et ça, ce sera le bouquin que je vais vous partager. Donc, il consiste à savoir comment est-ce qu'on peut mobiliser des publics de quartier par rapport à des enjeux justement sociétaux et éviter ce biais ou ce stéréotype de dire ouais non mais ça les intéresse pas. Et elle a fait référence à ce papillon de la mobilisation. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Et puis j'ai retrouvé des interviews de Léa Penniman et puis des articles et je me suis dit mais c'est génial parce que c'est effectivement un biais qu'on a parfois dans les mobilisations, c'est parfois de privilégier l'aile avec laquelle on est confortable et de ne pas être enfin, d'être moins attentif en tout cas aux autres dimensions, ou parce qu'elles nous font peur, hein, en disant, oh là, voilà, à 20 ans, je serais plutôt en mode résistant, je suis plutôt en mode bâtisseur, constructeur, enfin réformateur, mais donc de dire comment on fait de la place à ça et d'introduire ça dans la réflexion, dans l'architecture de mobilisation qu'on veut mettre en place, ça peut en tout cas élargir les horizons, je trouve en tout cas. Ok. Et dans les visions systémiques dans le cadre de la gestion de conflits, il n'y aurait pas des choses à aller chercher aussi, peut-être? Absolument, absolument. Et je dirais même que parfois, pour avoir déjà utilisé le papillon, ça permet déjà de dépolariser les groupes, en fait. Parce que les personnes comprennent, ah oui, ok, d'accord. En fait, moi, j'avais l'impression d'être considérée comme citoyenne de seconde zone dans mon rôle. Mais non, en fait, les quatre sont importants et donc ça permet de dépolariser. Alors, souvent, on parle de polarisation dans la population entre ceux qui disent qu'il faut faire quelque chose pour le climat et pas pour le climat. Mais moi, je trouve que les polarisations, c'est aussi dans les groupes qui se mobilisent, où tout le monde dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut aller au clash. D'autres, non, 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 il faut aller négocier avec le pouvoir en place. Non, 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 il faut construire des nouveaux projets qui rendent le système obsolète. Non, 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 il faut surtout que tout le monde se sente bien dans la manière dont on va avancer. Mais en fait, c'est les quatre à la fois. Et donc, de présenter un modèle qui montre que chacune et chacun a la même place, et deux, de dire ah oui, je comprends mieux pourquoi l'autre ou toi, c'est important pour toi. Et en plus, oui, je reconnais maintenant que ça. Donc, ça permet d'avoir une espèce, enfin, pas une espèce, d'avoir un référentiel, un vocabulaire commun et de pouvoir peut-être aider à la dépolarisation de groupes voilà, qui ont l'impression d'être des étrangères les unes aux autres, alors qu'en fait, c'est juste des dimensions de la même envie, en fait, qui est d'aller de l'avant, quoi. Ok. Donc, Merci. ouais. Et donc, le petit livre que je voulais vous partager, que j'ai déjà un peu spoilé, puisque ça va parler de community organizing, parce que je pense que c'est un élément à côté de tout ce qui est changement de comportement, neurosciences, etc. On a parfois tendance peut-être à négliger mais justement prendre soin du collectif. Mais c'est ce petit livre voilà, qui s'appelle Organisons-nous d'Adeline de l'Épinay, qui est un petit bouquin sympa, pas trop, je ne l'ai pas pris avec moi, mais bon, voilà, vous voyez sa couverture. Euh, alors pourquoi celui-là? En fait, c'est une personne qui a travaillé aux États-Unis dans le community organizing sur base des méthodos et des approches qui ont débuté dans les années 60-70 avec Saul Alinsky, qui est un Américain qui a mis en place toute la mobilisation autour de la ségrégation raciale et qui après a continué à le faire au travers d'autres combats sociaux et environnementaux. Euh, euh, il a fait un manuel qui s'appelle un manuel pour les pragmatiques radicaux. Hein. Donc, rien que l'expression montre bien qu'il essaye d'assembler
En fait, c'est des choses qui nous paraissent parfois, où on a plutôt tendance à passer en ou on est pragmatique, ou on est radical, mais non, on peut être les deux. Et donc, elle a beaucoup pratiqué ça, et puis elle l'a mis au goût du jour de la modernité, parce que voilà, les choses ont quand même changé en plus de 50 ans, et donc c'est une version 2.0 du community organizing, avec un regard critique sur les aspects, voilà, est-ce qu'en faisant ça, on change réellement le système? Est-ce qu'on n'est pas juste... Donc, voilà, il y a une chouette réflexion, mais aussi des trucs et des ficelles pour pouvoir, en tout cas, faire en sorte que la mobilisation puisse se passer de manière la plus optimale possible.